rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. En ce mercredi, nous sommes le 21 juin 2023. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui nous rejoignent à Cancan sur 99.7. Vous nous écoutez à Farana sur Bambou FM. Merci à ceux qui nous rejoignent également du côté de Guékédou. Vous nous suivez là évidemment sur Makona FM. Suite FM Guinée relaie cette émission ici à Conakry tous les soirs à 18h. Si vous ratez la diffusion en direct, vous avez accès à Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à Cela Média qui nous diffuse sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, sur Facebook. Et puis voilà, vous auditeurs, téléspectateurs, vous avez la possibilité d'interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro reste inchangé 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe chez Orange évidemment, GG au 8037 avec plaisir. Et sur le coup de 10h, nous allons faire un arrêt, lire quelques messages avec Aïssa Toussané qui va nous rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs. Au milieu, on s'intéresse à l'actualité. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo ont passé donc leur première nuit hier à la maison centrale de Conakry. C'est la deuxième condamnation prononcée donc par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Depuis son installation, la Cour confirme ainsi le jugement du tribunal de première instance de Kaloum qui avait déjà condamné l'ancien directeur général de l'EGP et son comptable à 5 ans de prison ferme. C'est donc le retour donc en prison, mais son avocat compte bien relever donc appel et il faut saisir donc les juridictions supranationales. Sur quoi se fondent-ils pour prouver donc l'innocence de ses clients? Maître Salomon Camara répond aux questions des juges ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Les Grandes Gueules avec vous, mon cher Jacques Lewalino. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Jacques, on a appris hier un problème sécuritaire en Guinée. Ces alertes de la Suisse, mon cher ami. Donc, ce sont des alertes du département fédéral des affaires étrangères, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Des alertes qui sont donc, à ma foi, d'abord en direction des citoyens helvétiques, donc qui se déplacent dans la zone pour leur dire voici la situation sécuritaire qui se présente dans la région, en Afrique de l'Ouest et notamment en Guinée. On évoque donc plusieurs problèmes. D'abord, on parle des conflits politiques, donc des problèmes politiques. On parle des manifestations ici à Conakry, mais également dans d'autres agglomérations de l'intérieur du pays. Mais on parle également d'autres situations sécuritaires qui sont quand même communes, puisque nous en parlons bien souvent, le vol des véhicules, la criminalité, donc autant de situations qui sont évoquées. Après, on parle des risques d'attentats terroristes signalés donc pour les prochains mois, on pourrait dire, ou bien les prochaines années. Il n'y a pas de précision autour, mais c'est de dire aux voyageurs que si vous vous déplacez, vous devez prendre en compte ces réalités-là. Ces alertes, donc, comme je l'ai dit, sont d'abord pour les citoyens helvétiques, mais c'est aussi pour nous, parce que comme on le dit, quand un père de famille conseille son enfant au dehors, donc, et puis il élève la voix, c'est à la fois pour son enfant, mais aussi pour les autres qui sont à côté, qui pourraient bénéficier, n'est-ce pas, de ces conseils-là. Donc je pense qu'au-delà donc des citoyens helvétiques, il y a les Guinéens eux-mêmes qui peuvent être intéressés par cette situation. Et ce ne sont pas les premières alertes, à mon avis, puisque depuis un moment, dans les couloirs diplomatiques et même dans le milieu sécuritaire, on n'est pas, si vous voulez, on est bien au courant de ces risques, on est bien au courant de cette situation. Et ça va au-delà de la compréhension habituelle que nous avons, parce qu'on sait que la sous-région ouest africaine est quand même exposée énormément. Aujourd'hui, quand vous prenez les 16 pays, vous avez déjà les pays du Sahel qui sont tous touchés. Soit ils ont été touchés avant, ou ils sont même pleins là-dedans dans le terrorisme. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, mais également le Bénin qui a enregistré ses premières opérations criminelles donc de la part des terroristes. Vous avez la Mauritanie qui a connu aussi des enlèvements à un moment donné. Et vous avez la Côte d'Ivoire qui est donc au même niveau que nous, qui a aussi connu ces attentats. Le Sénégal et la Guinée restent pour l'instant épargnés, mais vous avez également la Sierra Leone
Leone et puis le Libéria qui sont derrière, mais qui ont quand même connu une situation sécuritaire par le passé très compliquée. Aujourd'hui... Quoique, il faut faire attention un petit peu aux interprétations diplomatiques, mon cher Jacques Lévalino. Le risque zéro n'existe pas parce qu'on sait très bien qu'en 2020, quand on prend un petit peu la France, par exemple, qui avait alerté, il faut le rappeler, résultat, zéro, ben voilà. C'est dire que les interprétations diplomatiques, c'est souvent, je veux dire, des alertes. Ce sont des alertes. Ce que je dis, parce que si vous prenez, parce que j'ai bien lu l'alerte, vous allez comprendre que, parce qu'on va même jusqu'à dire, si vous êtes dans la zone, écoutez les médias. Donc, ce qui me dit quelque part, les grandes gueules. Le département fédéral se fonde sur les informations en provenance de Conakry. Donc, il n'invente rien. Ce n'est pas soit en provenance de Conakry, donc de la Guinée entière, mais en provenance aussi de la sous-région. Ce ne sont donc pas des informations qui tombent du ciel. Ce sont des informations qui viennent tout naturellement de la région. Après, un département fédéral, ou disons celui qui dirige la diplomatie, un département diplomatique, a la possibilité aussi d'accéder à certaines sources d'informations que les médias ne peuvent pas aussi avoir. Par exemple, les sources sécuritaires. Parce qu'il y a des conseillers militaires au niveau de toutes les ambassades et qui ont la possibilité, avec les coopérations que nos pays ont avec les pays européens et d'autres pays aussi, où il y a échange d'informations naturellement. Sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, il y a les informations qui sont remontées. Donc, on peut dire, il y a eu des alertes avant, il n'y a rien eu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risques. Peut-être que les risques ont été pris au sérieux et qu'à l'interne, l'État s'est organisé pour éviter que ces risques-là ou ces menaces-là soient mises à exécution. Parce que vous voyez bien, sous Alpha Condé, il y a un discours qui était porté, qui n'était pas, si vous voulez, accepté par tout le monde. J'étais de ceux qui doutaient quand il disait les armes entrent en Guinée. Dans cette émission, j'avais dit, écoutez, je pense que le problème que nous avons, il est purement politique. Il n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les risques du terrorisme. Mais bien après, après l'avènement du CNRD, je crois que le temps lui a donné raison. Parce que le même discours est revenu et on est allé jusqu'à saisir quand même des armes à quelques endroits. Donc, il ne faut jamais dire le risque zéro existe ou alors les alertes sont fausses. Même si on veut protéger d'un côté les citoyens qui en provenance de ces pays-là, mais c'est aussi bien pour nous. Parce que si vous voyez aujourd'hui les explications qu'on donne, l'analyse qu'on fait de la situation du terrorisme, que ce soit au Mali ou au Niger ou au Burkina, on avancera toujours les questions d'ordre social. Le fait que les jeunes ne soient pas pris en charge, ou alors certaines régions soient abandonnées par les États et les gens se tournent vers le terrorisme. Au Bénin, par exemple, ça a commencé par une histoire simple de vol de bétail. Et puis finalement, ça s'est transformé en cela. Il y a eu les attentats à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que les mêmes situations ne sont pas en Guinée. À Mandiana, nous avons les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Donc des conflits comme ça, s'ils ne sont pas maîtrisés à temps par les politiques, peuvent se transformer en des situations parfois ingérables. Voilà, c'est bien dit. Heureusement pour nous, en tout cas pour l'instant encore, le sud du Mali semble épargné. Mais ne l'oublions pas, le centre est déjà touché. Donc le centre est touché, on essaie de gérer la situation. Mais si ça déborde de ce côté, les frontières sont tellement poreuses, je ne sais même pas s'il y a une différence entre Kouré-Malé et puis Bamako. Bamako, voilà, c'est bien dit, Jacques Lévalino. Madame Hiro, bonjour et bienvenue, bonjour, ma grande. Voilà, je rappelais à Jacques Lévalino, en 2020, la France avait classé tout le territoire du Niger en rouge suite à une attaque donc ayant tué des Occidentaux. Il faut le rappeler, comme je le disais tantôt, le risque zéro n'existe pas. Mais quand il s'agit des câbles diplomatiques, moi je prends un petit peu avec des pincettes, madame. Ils sont simplement prudents, il faut le dire. C'est comme l'alerte météo d'hier. Mais après, merci de me gifler. Mais l'alerte météo, ça a frappé la nuit. Ça dépend des endroits, la nuit. Non. À l'intérieur. Ça a créé une telle
telle psychose ici que des gens ont appelé en famille pour dire, bon, rentrez à la maison. Mais voyez-vous, hein. Non, mais ils ont bien précisé l'heure. Ils ont dit entre 16h et 18h. Ça allait commencer effectivement, c'était Ouais, ça. à 19h, ouais. Mais ce qu'ils avaient expliqué sur l'est de la Guinée, du sud, c'était bien vrai. Et les capitales comme une partie de la Côte d'Ivoire et des capitales comme Freetown, effectivement, c'était le cas quand même. Ouais. Voilà. C'est que la mine, quand on a fini l'émission, j'ai couru pour aller sur le balcon là-bas. Mais ça Tu n'as même pas lu l'alerte. Je voulais mais ça veut dire qu'il m'a envoyé les vidéos. Mais l'alerte disait le soir. Rester à la maison. Les grandes gueules. Mais il pleuvait déjà à Madina, voilà, il faut le rappeler, pendant qu'on était à l'émission. Ouais, il Je ne pleuvait. vois pas ta La pluie. pluie. Je dis ça à Amadou. Lui aussi, il accuse Amadou direct. C'est Amadou qui m'a envoyé des vidéos. Alors, moi, on peut comprendre ces alertes pour les citoyens occidentaux. Et puis, c'est une alerte sur toutes les questions. C'est très large. Criminalité, attaques terroristes, mais aussi même sur les questions de soins médicaux, par exemple, pour ces citoyens qui se déplacent ici. Parce que je vais vous lire juste un passage sur les soins médicaux, par exemple. Ils disent que les soins médicaux de base ne sont pas assurés, en fait, dans des pays comme les nôtres. Et les hôpitaux exigent une avance de paiement, parce que vous savez, ici, hein, quand vous avez quelqu'un qui fait un accident ou bien qui tombe malade, vous venez, généralement, les médecins qui sont là, ils exigent de l'argent. Et c'est ce que nous fustigeons très souvent. On dit que le plus souvent, il faut mettre en avant la vie de la personne. Et vous avez des cas qui arrivent, des gens qui partent dans des urgences. S'il n'y a pas une personne qui est là pour courir à gauche et à droite ou pour payer de l'argent, généralement, on peut laisser mourir la personne. Donc, ils disent que les hôpitaux exigent une avance de paiement, argent liquide, avant de commencer un traitement. Il peut être utile, donc, d'avoir son propre matériel de pansement et de seringues à usage unique. C'est des conseils, en fait, qu'on donne aux ressortissants qui viennent de l'autre côté pour venir dans nos pays. Mais ils font bien de le faire, même si on pense que c'est de façon globalisée, mais le risque zéro, vous l'avez dit, n'existe pas à la mine. Vous vous rappelez, hein, je ne sais plus c'est en quelle année on a trouvé un véhicule banalisé abandonné dans une station côté à Dixine. À Dixine, c'est Dixine. À Dabondi. Station d'Abondi à l'époque. C'était à Dabondi. Vous avez des cas bizarres qui se passent. Mais même à la commune de Matoto aussi, avec des bonbons de gaz à bord, on avait retrouvé, c'est des choses, courant 2020. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, tout comme quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la prudence doit être de mise. Ces derniers temps, vous vous rappelez quand le CNRD est arrivé, il a levé par exemple tous les barrages qui étaient par exemple au niveau, en tout cas entre les villes. Par exemple, aujourd'hui, quand vous quittez Conakry, pratiquement, il n'y a que ces gendarmes avec leur moto qui essaient de suivre les personnes qui passent, peut-être un barrage ou deux, entre par exemple Conakry et Kindia. C'est que la visibilité ne doit pas baisser. Parce que nous sommes des pays frontaliers. Nous avons par exemple, nous avons une frontière avec le Mali. Vous avez vu la situation que vit le Mali aujourd'hui. Le pays est pratiquement divisé. Et vous savez que ces terroristes-là, ils surfent sur les instabilités. C'est par exemple sur les instabilités qui peuvent exister dans les différents pays. On voit qu'un pays est instable, on voit qu'une jeunesse est marginalisée, on voit qu'il y a des gens qui sont sur frustrés. la pauvreté. Sur la pauvreté. On voit que les grandes gueules. On peut leur dire, bon tiens, moi je peux te donner une moto, je te donne tel montant, tu peux travailler, tu peux nous fournir ces informations, ainsi de suite. C'est pour cela que les responsables des différents pays doivent être le plus juste possible. Le plus juste possible et le plus vigilant possible. C'est-à-dire avoir le regard sur tout ce qui se passe parce qu'il y a quand même des agents, il y a des services de renseignement dans tous les pays. Nous savons que chez nous, c'est très développé par rapport à certaines situations que nous vivons dans notre pays. Ce serait important d'investiguer, d'essayer de savoir ce qui se passe un peu partout, surtout au niveau des frontières, mais aussi dans certaines zones qui peuvent paraître sensibles, et faire attention aussi à ne pas à ce que les pyromanes essayent de s'engouffrer dans cette brèche pour vouloir créer la division, s'aimer la division ou la psychose dans le pays. Le plus important, c'est que les autorités sachent qu'il n'y a pas mieux que la quiétude, la tranquillité dans un pays. La Guinée, on peut dire beaucoup de choses, mais nous avons quand même réussi à passer des caps incroyables. Parce qu'à un moment donné, ça a tellement chauffé, il y avait des tensions de la division, mais on réussit toujours à revenir soudés. À se réunir autour de l'essentiel.
de l'essentiel et c'est le plus important pour le pays. Ouais. Et le plus important pour tout ça, Ouais. c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'immixtion. Ouais. Parce que les gens surfent sur les divisions Exact. pour déstabiliser les pays. Ouais. Il serait important qu'on ne tente pas la perche à l'ennemi qui pourrait déstabiliser notre chère Guinée. Ouais, Moussa Yoruba, voilà. Facilite d'ailleurs aussi un Konaté qui a parcouru un petit peu ces alertes. Il dit les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont toujours récurrents en Guinée et ce sont des facteurs à ne pas minimiser. Jacques parlait de Mandiana, mais à Lola, c'est récurrent. Il y a moins de 2 semaines, donc 3 personnes ont trouvé la mort à Léné, l'une des sous-préfectures. Donc c'est toujours comme ça. Il est dit ce matin. Mon cher Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, vous avez Yvan de cette actualité aussi. Justement, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est une question d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est, comme on dit, c'est déterritorialisé. Ce Ouais. n'est plus dire que c'est seulement l'Occident, Ouais. avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui Ouais. au Il Mali. n'y a pas de zone Il interdite n'y a en pas fait. de zone interdite. Il y a Ouais. ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria avec Boko Haram. Ouais. Et il faut rappeler que Boko Haram, en fait, a tiré sa puissance un peu des inégalités Exact. entre le nord et le sud. Bien Donc, dit. c'est ce qu'ils ont exploité pour Ouais. pouvoir se développer. Ouais. C'est vrai qu'à l'origine, l'objectif, c'était de dire que tout ce qui est éducation occidentale, tout ce qui vient de l'Occident était à bannir systématiquement. C'était ça, en fait, le discours. D'où le haram. Le discours, voilà, d'où le mot haram, Boko Ouais. Haram. Ouais. Donc, c'est Les grandes gueules. Sauf qu'avec le temps, ils ont compris qu'il y avait une jeunesse marginalisée, il y Ouais. avait des enseignants mal payés, il y avait des frustrations entre éleveurs et des agriculteurs. Il y avait aussi un problème entre le nord et le sud, compte tenu un peu des infrastructures éducatives. Ouais. Parce qu'on a constaté que le nord il y avait un fort taux de musulmans et donc il n'y avait pas assez d'infrastructures sanitaires, éducatives. Donc ils ont joué Ouais. un peu sur ces fibres-là, ils ont réactivé ça pour dire vous êtes laissés pour compte, vous êtes marginalisés au sein de votre société, nous sommes là pour proposer une solution. Et donc c'est là ils ont pu recruter beaucoup de jeunes qui étaient sortis de l'université, qui n'avaient pas de perspective, qui étaient là sans déboucher. Donc ils ont surfé un peu sur l'existant pour pouvoir s'étendre et se développer. Ouais. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est vrai que à un peu à un autre, la stratégie, le modus operandi diffère, le mode opératoire diffère d'un pays à un autre. Mais cette alerte-là, il faut le prendre au sérieux. Parce que, imaginez, dans le rapport, ils disent qu'il y a un risque d'attentat terroriste sur tout le territoire. Alors, j'aimerais pas un peu jouer au prophète de malheur ce matin, mais c'est un message quand même, il faut écouter. C'est un discours qui sonne, il faut l'écouter. Et plus loin, ils disent que ils ont certains indices laissent penser que des groupes terroristes venant de la région du Sahel ont étendu leur rayon d'action en Guinée. Ils sont bien organisés, opèrent sans tenir compte des frontières et ont des contacts avec des groupes criminels locaux. Donc, ce qu'ils disent des groupes criminels locaux, ça veut tout simplement dire que on a connu ces dernières années des manifestations dans ce pays sur plusieurs points, notamment des questions politiques. Il y a aussi les questions entre éleveurs et agriculteurs. Ouais. Donc ce sont des facteurs peut-être sur lesquels aujourd'hui ils peuvent jouer pour essayer de déstabiliser les pays. Donc je crois que l'État guinéen est averti. Nous avons les services de renseignement déjà qui sont sur le terrain depuis des années, qui partagent l'information avec les autres pays de la sous-région. Tel que le Mali, il y a un partage d'informations entre les pays. Il y a aussi avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc il y a une mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut faire, il y a une démarche endogène et exogène. La démarche endogène, c'est au pouvoir public de dire il faut qu'on donne des débouchés à nos populations. Il faut que nous nous battions pour qu'on puisse quand même trouver une solution à tout ce qui est question politique, éviter ou minimiser les crises politiques dans le pays. Parce que si vous arrivez à donner des débouchés à votre population, ça ne peut pas être une source de déstabilisation. C'est là en fait le maillon faible du Mali, le ventre mou du Mali. C'est parce qu'ils ont un territoire assez grand que l'État n'arrive plus à contrôler. Parce que c'est une question à double détente. Quand un territoire est assez grand et que l'État, ça peut être un facteur de puissance pour le pays, sa grandeur géographiquement, comme ça peut être une source de déstabilisation si l'État ne maîtrise pas le territoire. Donc le Mali, avec ce qui s'est passé, aujourd'hui la grandeur du territoire n'a pas favorisé les choses, mais aussi sa démographie. La démographie pouvait être une source de richesse pour le Mali comme une source de déstabilisation parce que tout simplement ils ont utilisé un peu la frustration des gens de l'Azawad pour essayer de réactiver les choses et de déstabiliser aujourd'hui le pays. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Une solution à l'interne, c'est-à-dire par rapport aux emplois, par rapport un peu au dialogue politique, par rapport un peu à tout ce qui est question économique et sociale, il faut apporter une réponse progressivement. Maintenant sur le plan exogène, c'est de renforcer un peu la collaboration
avec les pays de la sous-région. Parce qu'on a vu le Burkina aujourd'hui, le Burkina, on parle du Mali, mais on ne parle pas souvent du Burkina. Il a fallu que le nouvel homme fort fasse un discours pour appeler à une mobilisation générale. Parce qu'ils ont constaté que l'armée burkinabé n'arrive plus à juguler le phénomène. Il y a des zones aujourd'hui qui sont complètement coupées de d'autres villes. On n'arrive plus à acheminer la nourriture vers les populations. Donc, le pays, il est dépassé. On ne parle pratiquement plus d'élections. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est comment récupérer l'intégrité territoriale de notre pays et on a appelé à une mobilisation générale, invitant même les jeunes à prendre des armes. Donc ça veut dire que c'est un problème aujourd'hui qu'il faut prendre à bras le corps, c'est des menaces qu'il faut comprendre et donc il faut, au-delà des solutions à l'interne, renforcer un peu la communication avec les pays de la sous-région. Je pense que nous avons des points d'entrée en Guinée, beaucoup de points d'entrée. Et j'en ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, avec le pouvoir que nous avons, ils sont en train de développer des stratégies pour éviter quand même, pour anticiper. Parce que gouverner, c'est prévoir, il faut être dans l'anticipation. Et l'anticipation, comme l'a dit Mme Hiro, c'est de trouver une solution à l'interne, mais également renforcer la communication à l'international. Voilà, mon cher Diba Milimono. Vous êtes chez les Grandes Gueules sur Espace. Vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, à suivre, on s'intéressera évidemment à ce dossier également, Semaine nationale du numérique, les raisons de la non-présence de Orange Guinée, justice, les gardes pénitentiaires donc partent en grève. On essaie de comprendre ce matin avec nos chroniqueurs. Sinon, que dire? Condamnation donc de Paul Moussa Diawara et son DAF. L'avocat des prévenus compte relever appel. Donc, il sera avec nous, mesdames et messieurs, dans notre émission ce matin. Mohamed, on revient évidemment sur cette actualité, ces alertes de la Suisse, on en parlait ce matin avec nos chroniqueurs. Oui, Lamine, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est vrai. Justement. Alors, ces alertes de la Suisse viennent quand même rappeler d'autres alertes persistantes sur la Guinée depuis quelques années déjà. Et vous avez quand même un réseau mondial dans le secteur de la sécurité qui se réunit chaque année, parfois plusieurs fois, et auquel participent quelques cadres civils et militaires guinéens. Militaires, j'en connais un, civil, un magistrat de haut rang en Guinée également, qui participe à ces réunions-là. Alors, bon, peut-être je n'en ai pas parlé avec toi, mais 2023, que ce type d'alerte devienne précise. Je me souviens déjà, même Jacques me le rappelait tout à l'heure, pas plus tard qu'avant-hier, quand nos amis maliens étaient là. Au 5e, on discutait et je leur rappelais ces alertes. Mais vous savez, c'est des informations parfois, quand elles ne sont pas publiques, même si vous les avez en tant que journaliste, vous pesez. Vous pesez le pour et le contre, parce que divulguer certaines informations en créant de la psychose, si les autorités n'y sont pas préparées, vous vous demandez est-ce que donner l'information vaut le coup. Parfois, vous êtes obligé d'y réfléchir. Sinon, il y a des informations extrêmement précises sur ce qui se passe dans certaines régions de la Guinée, parfois auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Prenez la région de Mandiana ou de Sigiri. Franceli parlait le Lola aussi, Lola, j'en viens. Il disait 2 semaines, ce n'était pas il y a 2 semaines, c'était la semaine dernière. Moi, j'ai été appelé plusieurs fois par des ressortissants de Lola. Les 3 morts dont on parle, j'étais à Abidjan quand on m'a appelé plusieurs fois sur cette question. Et même à Abidjan, des ressortissants tenaient à venir me voir à l'hôtel. Le problème, mais là, c'est des conflits entre éleveurs et agriculteurs. De plus en plus... je dirais même de moins en moins, vous trouvez des éleveurs guinéens. Ce pas des Guinéens. D'ailleurs, cette fois-ci, je suis formel. Ce qui se passe à l'Aîné, ce pas des Guinéens. Ce pas des Guinéens. Et ce sont des gens qui évoluent entre 3 pays. Le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc la Guinée, dans sa partie est et jusqu'au sud. Et vous savez, dans ces régions, les populations, compte tenu des brassages, vous passez d'une frontière à une autre sans même vous en rendre compte pratiquement. Si vous êtes sur les routes nationales, là, il y a des postes de sécurité, mais entre villageois il n'y a pas ce problème, mais ils arrivent, ce qui est étonnant c'est qu'ils sont armés et quand ils rentrent, vous voyez, c'est des ébus qu'ils ont quand ils rentrent dans un champ en une nuit. Là, même si je te montre certaines images, tu te prends la tête, en une nuit c'est fini, votre travail d'1 an est foutu à jamais quoi. Et quand les populations réagissent, ces gens là sont armés. Il arrive qu'ils tuent. Et la semaine dernière, quand on m'avait appelé, c'était 3 morts officiellement connus, mais on m'avait rapporté un 4e cas dans un autre village d'ailleurs ce jour-là. Oui, il y a ces problèmes. Et c'est vrai que des problèmes comme ça non résolus
peuvent toujours constituer quand même quelques portes d'accès. Mais il y a d'autres menaces. Quand vous prenez actuellement ce qui se déroule au Mali, aujourd'hui, les forces maliennes sont en train de combattre. Et il y a même un commandant spécial de l'armée qui a été déployé avec des forces sur une zone qui n'est pas très loin justement de cette partie qui réunit à la fois la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali. Et ce qui est recherché essentiellement, Djiba a bien fait de parler du cas de Boko Haram, parce que c'est une erreur que de penser que le djihadisme tel que c'est connu en Irak a le même visage qu'en Syrie, qu'en Afghanistan. Non, non. Désormais, le terrorisme vient se greffer aux problèmes locaux. Les inégalités, entre autres. Les inégalités, justement, locales jouent là-dessus, recrutent ces hommes dans le terroir, les forment, procèdent au lavage du cerveau et financent. Et tant qu'on peut trouver des financements, notamment par des trafics de tout genre, surtout le trafic de drogue, vous comprendrez donc pourquoi on a frappé Grabassam. Il y a des offensives sur la Guinée et même le Sénégal, parce que désormais, dans le nord du Mali, dans tout le Grand Sahel, le rêve ultime, c'est un accès à la mer. Or, on cherche des points de fragilité. Le Libéria et la Sierra Leone sont à l'abri parce que, ayant déjà des pays tampons avec ces zones sahéliennes, notamment la Guinée est là, qui découvre au nord, la Côte d'Ivoire à leur est, le Mali, ainsi de suite. Mais des pays comme la Guinée, à cause du brassage des populations, sont un peu plus exposés. C'est une réalité. Mais ce qu'il faut craindre dans les alertes, les dernières dont on parlait encore il y a 2 jours, du côté de la Côte d'Ivoire, vous savez ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, les fameux Donzo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On tente aujourd'hui d'installer des cellules dans des territoires comme ça pour que, en retour, parce qu'on sait que c'est la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire est attaqué, avant même l'arrivée de l'armée, ces Donzo là vont prendre des armes. Donc on va créer une instabilité endogène. Carrément, parce qu'il y a des gens là qui ne sont pas désarmés, il y a des gens là qui sont armés, qui ont déjà, à part même les sciences de la brousse, donc la chasse, mais aussi sont devenus des militaires, des guerriers à un moment donné de leur histoire. Donc on veut surfer là-dessus. Des pays comme la Guinée, des zones aurifères de la Guinée où il y a quand même une forte populace, sont des zones à risque. Conakry, je ne sais pas si tu te souviens, Lamine, quand le commissaire, comment il s'appelait, Kourouma, avait été nommé Bangali Kourouma. Lamine, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais évoqué ici un cas d'arrestation d'une 40aine de jeunes. Je me souviens. Ici, vers la partie qu'on appelle conteneur à Conakry. L'un des jeunes m'avait appelé de la prison dès qu'ils ont été arrêtés. Et fort heureusement, j'avais le contact de monsieur. Je suis entré en contact avec lui. Il m'a prié juste, il me dit, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous pouvez même passer au bureau, venez. Je ne vous empêche pas de donner votre information, mais je vais vous expliquer quelque chose. Et quand il m'avait expliqué à l'époque, c'est moi-même, je crois que je t'en avais parlé, j'avais décidé de m'auto-censurer, en tout cas pour un temps. La raison, elle était simple. Ils étaient à la recherche de tout un réseau. Vous voyez, une fondation dans un pays dont je ne dirai pas le nom, mais au Moyen-Orient, qui prend une villa quelque part, ici sur la dorsale, vers Conteneur. Des jeunes qui sont recrutés entre 600 et 700 jeunes. Et on leur versait à l'époque entre 700 et 800, voire $1000 pour certains. On leur dit, on va vous donner du travail. Mais il n'y a rien de formel. Je vois. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Donc, ils avaient ramassé à l'époque une 40aine de jeunes, ainsi de suite, et ils ont remonté un peu la filière pour démanteler. C'est après que j'en ai parlé dans les grandes gueules à l'époque. Il y a des tentatives de cette nature. Dans notre pays, c'est une réalité. Les grandes gueules. C'est une réalité. Et de plus en plus, vous avez des prédicateurs aussi qui arrivent d'un pays comme le Mali, comme le Niger, qui arrivent chez nous. Vous savez, nos religions font qu'on ait les mêmes peuples, les langues, ainsi de suite. Donc c'est très facile qu'ils se glissent à l'intérieur des territoires. Mais je parlais de ce réseau mondial. Je me souviens, en 2021, un haut cadre qui participe à ces réunions m'avait dit: les alertes sur la Guinée sont inquiétantes. Parce qu'on nous dit que très probablement, le pays pourrait être sérieusement confronté à ces phénomènes en 2023. Mais plus tard, 2025, les experts sont formels, la Guinée sera en face de cette situation. Et il me dit, et c'est là où je me suis demandé, mais est-ce que c'était lié
à la création des forces spéciales. Observez tous les pays sur lesquels il y a des alertes ces dernières années. Toutes ont créé des forces spéciales justement, dont la mission première justement était d'abord d'aller en riposte à ces Et si tu te souviens justement, quand nous avions reçu ces alertes ici à l'époque, dans le cadre de l'émission Politiquement Correct, on a organisé sur plusieurs vendredis des émissions spéciales. C'est pas si tu te rappelles. Et Colonel Barry était l'un de nos invités. On avait des experts sur la question. Je me rappelle de Mohamed Gakité. Beaucoup de gens sont venus. Et bizarrement, c'est en ce moment que des gens m'ont dit, mais on ne pensait pas que la Guinée était exposée de la sorte, parce qu'on se dit que c'est des phénomènes lointains. Nous disons, non, écoutez, voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec l'instabilité à l'intérieur de nos États. Parce que ces terroristes, on l'a dit tout à l'heure, ils viennent toujours rechercher nos mécontentements, nos récriminations, nos reproches à nos différents États. Et encore plus dangereux, lorsqu'il y a un éclatement communautaro-religieux. Au Nigeria, ça a été très facile parce que les communautés ethniques sont calquées sur le modèle des grandes religions dans le pays. Donc ça a été très facile pour eux de couper carrément le pays en deux. Mais le Nigeria, les récriminations, les appels sur le plan religieux ne dataient pas de ces années 2000 et 2010. Ça a remonté à plus loin quand, par exemple, Obasanjo est passé président pour la première fois. Les questions étaient déjà posées à la fin des années 70 au Nigeria. Mais Boko Haram a justement est parti d'un fait anodin, des histoires comment on appelle ça, de vaccination. On dit non, on veut stériliser nos enfants. Vous voyez des messages comme ça. On est parti de ces petites questions. Après, on va sur les questions de culture. Donc, l'éducation, si vous voulez, la culture occidentale est haram. On est allé là-dessus. Et ça a trouvé, on s'est rendu compte plus tard que c'était avant tout de véritables revendications d'ordre politique. Mais greffé à une criminalité qui ne dit pas son nom. On l'a dit, des enlèvements, vous vous souvenez, les 200 jeunes filles, et les trafics de drogue, les trafics d'armes. Finalement, on amène l'instabilité dans toute cette région, donc d'Afrique centrale, l'est du Mali, l'est du Nigeria, et en Afrique centrale notamment le Tchad, jusqu'en descendant sur le nord du Cameroun. Le phénomène, il est dupliqué ailleurs. Les problèmes aujourd'hui qu'on voit au centre du Mali, entre communautés, Dogon et Peul, on surfe là-dessus. Et puis les populations du nord, Touareg, qui ont un pied, que ce soit en Algérie ou un peu plus loin en Libye, voire même un peu plus au Niger, voire même à l'ouest, parce qu'ils ont quand même été boutés hors de la Mauritanie, essentiellement à la fin des années 2000. Donc, tout ceci est venu se greffer aujourd'hui aux problèmes internes des pays. C'est devenu... Aujourd'hui, quand on parle de constitution Mali... Il y avait à l'époque un sentiment d'autodétermination. Justement. Donc ça a été un terreau fertile. On a parlé de l'Azawad. Mais quand on veut recréer l'Azawad, vous vous rendez compte que les réclamations des différents mouvements sont tellement différents en réalité que la seule chose qui les unit, c'est le discours qu'on tient au nom de la radicalité religieuse. C'est tout. Mais sinon, les gens, en réalité, les revendications n'ont rien à voir. Les revendications sont d'ordre criminel et ce qui est visé avant tout, c'est le pouvoir et l'argent. C'est cela. La traite des personnes, ne l'oubliez pas. Les histoires dont nous parlons tout le temps des émigrés dans le désert, c'est par le fait encore de ces gens-là. Et les réseaux, aujourd'hui, c'est une réalité. On réussit à s'infiltrer dans nos pays. Il y a eu des alertes quand même qui ont inquiété nos pays récemment. La Guinée, vous l'avez rappelé, courant 2020, vous vous souvenez, cette année de forte instabilité. De Fassili qui dit que ce n'est pas une première alerte aussi sur la Guinée. Souvenez-nous que dans son rapport de février 2022, l'Institut français des relations internationales évoquait une menace djihadiste en Guinée avec la présence d'individus affiliés donc au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au nord du pays. Le document précisait aussi que Katiba Khalid Ben Walid semble également disposer des cellules la frontière Yanfolia, c'est bien cela, voilà. Et c'est Fassili qui nous donne ces précisions-là. Pas que. Ce rapport, j'avais connaissance de ce rapport, mais je vous dis que la plupart des rapports actuellement sur ce phénomène sont très précis sur la Guinée. Et je pense, là où je suis quand même
assez soulagés. Quand vous discutez même avec certains officiers de haut rang en Guinée, vous vous rendez compte qu'ils sont parfaitement conscients de la menace et que l'État quand même ne dort pas là-dessus. Vous vous souvenez quand une de nos sœurs très connue dans le milieu de la mode a été agressée, vous vous souvenez, il y a quelques mois à Amdalaï, j'ai eu à échanger avec un colonel de la gendarmerie à l'époque qui m'a dit, Monsieur Mara, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se trame. Parce qu'on avait remarqué quand même, bizarrement, cette fois-ci, vous savez, habituellement quand on dit manif, c'est des jeunes. Sauf qu'à l'intérieur, ceux qui ont agressé cette sœur n'avaient rien à voir, habituellement, en tout cas visiblement, avec les manifestants habituels qu'on connaissait. Tu avais un groupe assez restreint qui était dirigé par une personne âgée, vous comprenez, qui avait son propre langage et allait quand même extirper, qui semblait avoir de l'autorité, qui allait dire, bon écoutez, elle c'est une femme, épargnez-la. Ils ont isolé son véhicule, lui-même est allé confier la dame dans une concession vers les 19h et à 22h, il est revenu avec le même groupe pour dire, bon tu peux sortir et demander aux jeunes, bon convoyez-la jusque chez elle. La dame, c'était la dernière nuit qu'elle a passée dans sa maison. Elle s'est mise à la recherche d'une maison. Donc ça vous dit, effectivement, il y a des signaux, mais quand vous discutez quand même avec les autorités, certes on n'en parle pas, mais elles sont bien conscientes de l'existence quand même de ces menaces sur nos pays. Mohamed Mara. Allez-y Jacques, complément d'info. Oui, je continue donc de penser comme ça que les informations ne viennent pas de là-bas, les informations viennent d'ici. Et après, les autres travaillent sur des rapports qu'ils publient. D'abord pour eux-mêmes et puis pour nous. Je pense donc en matière de prévention, puisque c'est cela la meilleure méthode, il va falloir s'appuyer sur ces informations. Parce que ces terroristes-là, on le sait très bien, ils ne viennent pas d'ailleurs. Généralement, dans tous les pays, ce sont les fils de la nation qui prennent des armes en raison d'un certain nombre de mécontentements pour tirer sur d'autres. Donc, je crois donc que si la Guinée continue à développer son réseau informationnel à l'interne, on pourra prévenir ce type de danger. Espérons en tout cas que on a des services de renseignement solides, parce que c'est ça aussi le problème dans notre pays. Notre pays n'est pas faible dans ce domaine-là. La Guinée, dans le renseignement, la Guinée, c'est toujours démarqué, ça ne date pas d'aujourd'hui. Diba. Vous restez avec nous sur Espace.